Alors, je ne vous vois pas du tout, mais je vais faire comme si vous étiez là. Enfin, je crois que je vois le premier rang à peu près. Jean-Baptiste Guignard, effectivement, c'est moi. Alors, je vais vous présenter ce qu'est notre entreprise qui s'appelle Clay, et puis ses filiales s'appellent Clay Air. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Simplement pour contextualiser peut-être un petit peu, j'en suis le fondateur avec Thomas Amilien. On a créé ça il y a 5 ans. Et à vrai dire, je viens du monde de la recherche. Ma destinée n'était absolument pas celle d'un entrepreneur, même pas du tout, au point que lorsque nous avons créé Clay il y a maintenant 5 ans, on m'avait dit que j'allais me planter comme les 93% à 2 ans des gens qui entreprennent. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Et je vous présente Clay aujourd'hui. Clay, alors c'est poétique. Voilà, un peu de poésie, le lieu s'y prête. Clay, c'est l'argile. Et l'idée au départ, c'était effectivement sculpter la matière, jouer avec. Et ce qui est venu après compléter, qui est en fait un acronyme, hein, R, c'est dans les airs. Et évidemment, on fait quelque chose qui s'y rapporte. Du suivi de main, donc hand tracking, le suivi de main, c'est pas très beau en français, mais c'est bien ce que ça veut dire, du suivi de main en temps réel, dans l'espace, hein, dès lors qu'il y a une caméra, on sait où se trouve la main et ce qu'elle fait, et puis de la reconnaissance gestuelle. Alors ce sont deux choses très très différentes et je vais vous expliquer en quoi cela s'oppose. Quelques petits éléments sur Clair d'abord. Donc, j'en suis le cofondateur, effectivement, je vous l'ai dit. Et puis maintenant, c'est une entreprise qui est, alors pas spécifiquement bordelaise, quoi que ce soit, et que ça reste un bureau important. C'est l'essentiel de la tech hein, qui est à Bordeaux. Force est de constater cependant qu'on est plutôt à Los Angeles et en particulier à Santa Monica et l'essentiel, à vrai dire, de nos clients sont soit aux États-Unis, soit en Chine et c'est la raison pour laquelle on est un peu écartelé à 22 000 km entre Shanghai et Los Angeles. Et puis au milieu, il y a Paris et Bordeaux, passez nous voir, de Rubuan ou bien 34 avenue des Champs-Élysées. Voilà, si vous êtes à Santa Monica, on vous accueillera très volontiers. Donc, hand tracking and gesture recognition, ce qui vient dessous, et je suis très content qu'il y ait un très grand écran, c'est qu'on est hardware agnostique, ce qui veut dire que peu importe le matériel que vont avoir nos clients, eh bien, on va savoir s'adapter. Je vous explique pourquoi. Ce qu'on fait, nous, c'est une petite brique logicielle qui va venir interpréter un flux vidéo, et cette interprétation renvoie ce qu'on appelle des outputs, et en gros, c'est j'ai une main, elle fait ça, elle fait tel geste, elle est dans l'espace de captation. Alors dès lors qu'on a une caméra, effectivement, on sait où se trouve la main. Et le deuxième enjeu, alors il n'est pas que technologique, mais il est quand même essentiellement technologique, c'est eh bien, que ça doit être économe. Alors on a tous en tête des petites choses qui existent et qui s'appuient sur du matériel, hein, des petits capteurs. On a en tête évidemment Leapmotion ou Kinect, qui savent identifier où sont des corps, ce que font des corps, ou bien ce que font des mains et où sont des mains. Simplement, grosse différence, il y a un petit matériel qui vient avec les coûts de production qui vont évidemment de pair, et puis le problème de la connectique. Tous ces éléments-là doivent être connectés à quelque chose, suppléés par un SDK, etc., etc. Bon, je rentre un peu trop dans le détail ici, mais tout simplement pour vous dire qu'on fait juste quelque chose qui est un logiciel et qui est très adaptif. Alors évidemment, quand on sait reconnaître des mains, à quoi ça sert? Vous allez me dire, ok, ce type qui était chercheur en sciences cognitives a maintenant une entreprise, bon très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, comme nous dit notre cher ami Tim Cook, je ne le connais pas, hélas, mais il a l'air très sympa, the future is AR. AR, c'est Augmented Reality, et effectivement, un des premiers use cases qui vient en tête lorsqu'on sait reconnaître des mains dans un espace de captation, c'est la réalité augmentée et puis la réalité virtuelle, évidemment. Alors, juste pour rappeler la différence entre les deux, la réalité augmentée, c'est un casque ou bien des lunettes, on va dire, on dit smart glasses en anglais, au travers desquelles on va vraiment voir, donc on voit le monde réel, et on va rajouter des éléments contextuels. Donc ceci est une peinture de, ou bien je reconnais ceci au loin, et etc., etc. Donc des informations contextuelles. Alors ça, c'est en plein boom parce que ça adresse le monde professionnel assez centralement, puisqu'on peut avoir des ouvriers augmentés ou bien des maîtres d'œuvre qui peuvent, eh bien, du coup, appeler un contenu numérique qui n'était pas possible d'appeler au préalable. Alors évidemment, c'est effectivement central, mais ça n'est pas tout. La réalité augmentée, ça n'est qu'une partie du problème. Et vous voyez bien qu'en réalité augmentée, par ailleurs, on va s'intéresser
à de la reconnaissance gestuelle plutôt qu'à du suivi de main. La différence entre les deux, c'est que dans un cas, vous allez avoir besoin de représenter des mains si vous êtes en réalité virtuelle, alors qu'en réalité augmentée, vos mains sont déjà là. Vous voyez vos propres mains et vous faites des gestes, et c'est l'interprétation des gestes qui compte. Donc je vais revenir dessus, bien évidemment. Mais bon, effectivement, Tim Cook a raison, et ce qui est absolument fondamental, c'est la réalité augmentée. En tout cas, aujourd'hui, c'est un segment qui est central pour Clé. Ça nous occupe beaucoup, à vrai dire. Je suis content d'avoir trouvé le temps de venir, et ça fait presque un peu des vacances. Mais force est de constater que c'est quand même assez massif et un peu difficile en ce moment, je vous l'avoue. Mais c'est bien. Voilà. Alors, la réalité augmentée, ça n'est pas tout. Et effectivement, lorsqu'on a une nouvelle interaction homme-machine, qui est le geste ou l'interaction gestuelle, eh bien, on pense à un millier de segments différents. Alors là, c'est un peu caricatural. Il n'y en a que quelques-uns, mais on pourrait étendre à l'infini. Donc, le secteur automobile, bien sûr. La RVR, on vient d'en parler en partie. Smartphone et IoT, je vous montrerai un exemple juste après. Et on pourrait décliner à l'infini. Alors, ceux qui sont indiqués ici sont en fait des segments qui se sont manifestés à nous, et c'est un peu l'histoire de la boîte d'ailleurs. On n'a jamais particulièrement cherché, enfin, heureusement que les commerciaux sont américains et ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, on n'a jamais véritablement cherché à alpaguer le client, si je puis dire. C'est triste, j'espère qu'ils ne comprennent vraiment rien. Et les industries se sont manifestées à nous. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait au départ. D'ailleurs, le point de départ de Clé était plutôt musical. Vous aurez un exemple juste après. Alors, évidemment, on n'est pas très vieux, et puis on est 31 salariés, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Évidemment, si on rajoute les prestats et puis les gens qui nous accompagnent au quotidien, on peut monter jusqu'à 80 personnes en fonction des moments, mais ça n'est pas une énorme boîte, compte tenu eh bien, du monde industriel qu'on adresse. Voilà. L'essentiel de nos clients sont d'énormes groupes industriels. On est en particulier la solution native de Qualcomm, qui lui-même est un constructeur qui adresse de grands constructeurs. Voilà. Tout le monde va se servir chez Qualcomm, y compris Apple. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé dans la presse ces derniers temps, mais en tout cas, effectivement, tous les grands comptes qu'on connaît, Lenovo, HTC, Apple, etc., vont se servir chez Qualcomm. Il était donc absolument fondamental pour nous que d'être là, en amont, au fond, et à regarder un peu se déployer le marché. Alors, enfin, les marchés, un peu presque malgré nous, ai-je envie de dire. Alors, les trois qui nous intéressent principalement aujourd'hui, c'est effectivement le segment automobile, la RVR et puis smartphone et IoT. Il a fallu qu'on restreigne un petit peu parce qu'on avait des demandes qui étaient trop importantes sur des segments qui étaient très différents. Et en fait, on a une vraie dépendance quand même à la nature du use case plutôt qu'à la nature du matériel, et vous allez voir en quoi juste après. Alors pour la petite histoire, c'est le segment automobile qui nous a découvert. Et là aussi, vous aurez une petite vidéo après. C'est-à-dire qu'on avait sorti une application mobile qui permettait en fait de contrôler la musique à la main. Et l'industrie automobile s'est manifestée à nous en disant voilà, Clé Musique, c'est super, on voudrait Clé sans la musique, quelque chose comme ça. Et c'était le début d'une aventure absolument incroyable, au mépris de nos nuits de sommeil. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cela? C'est normal, il n'y a pas de son. Vous êtes bloqué avec moi, je serai le son de cette publicité. Eh bien parce que ça montre quelques use cases. Là, c'est une vidéo de Qualcomm, évidemment, qui est un partenaire maintenant assez historique. Je vous l'ai dit, on est la solution native de leur casque XR. Et ce qu'ils entendent par XR, c'est à la fois AR et VR. Donc c'est la même unité, hein, et c'est ce avec quoi ils travaillent au quotidien. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, d'un ouvrier qui est augmenté. Et dans ces conditions-là, ce qui va être pertinent pour lui, c'est la gestuelle. C'est-à-dire qu'il va attraper un contenu numérique qui a été augmenté dans l'environnement, qui n'existe pas vraiment, mais comment interagir avec lui si ce n'est avec les gestes? Traditionnellement, c'est un trackpad sur le côté, donc évidemment, c'est problématique. On ne peut pas faire ça pour contrôler des contenus numériques qui sont derrière, c'est juste pas possible. Alors évidemment, quand on peut attraper, se défausser, ou bien pointer quelque chose qui a été rajouté dans l'environnement, c'est beaucoup plus simple. Dans ce cas-là, je vous l'ai dit plus tôt, on n'a pas besoin particulièrement d'avoir une représentation de la main. Il n'y a pas de retour. Ce qui est évidemment complètement l'inverse en réalité virtuelle. Réalité virtuelle, vous avez un casque qui est fermé et vous êtes
projeté de manière immersive dans un monde qui n'existe pas. Alors là, pour le coup, vous ne voyez pas au travers des lunettes, vous avez un environnement qui est complètement immersif. Alors, hop. Comment ça se manifeste? Eh bien, ce qu'on fait, nous, c'est qu'à partir d'une petite caméra, qu'elle soit dans un casque ou ailleurs, par ailleurs, ce n'est pas très important, eh bien, on va riguer, donc aimanter, en fait, ce que l'on interprète d'une main à un modèle 3D. Lorsque vous avez une main qui est pleinement articulée, hein, physiquement, par exemple, dans un moteur 3D, quel qu'il soit, eh bien, pour le coup, vous pouvez le riguer à ce qui est fait en temps réel. De telle manière que lorsque vous êtes immergé, en fait, vous insérez vos mains, vous avez vos mains. Ceux qui ont essayé, par exemple, il y a quelques années, Leapmotion, qui était un des pionniers de ce marché et de cette technologie-là, eh bien, savent de quoi je parle. Alors, Leapmotion, depuis, a été racheté, il s'est passé beaucoup de choses, et ce qui est centralement en question dans ce genre de cas, c'est la dépendance au hardware. On ne peut pas aujourd'hui faire de la reconnaissance gestuelle et du suivi de main en étant dépendant d'un seul type de hardware, et c'était un peu le parti pris qu'on a pris avec Clay dès le départ, c'est-à-dire que, indépendamment de ce qu'avaient les clients potentiels, et en particulier les industriels, il nous fallait être capable eh bien, d'identifier des mains. Donc ça veut dire que on sait identifier des mains dans l'espace à partir de caméras qui sont parfois assez médiocres, il faut bien le reconnaître, parce qu'elles n'ont pas été pensées pour la reconnaissance gestuelle. Ça veut dire que dans certains cas, on fait de la reconnaissance gestuelle et du suivi de main sur des caméras qui ont coûté 19 centimes. Voilà, c'est pas le. Alors 19 centimes, évidemment, c'est pas beaucoup. La caméra que vous avez vue ici vaut plutôt dans les 30 €. Mais enfin, il faut voir que c'est quand même une contrainte technologique qui est assez forte, mais qui est exigée par l'extrême labilité, l'extrême hétérogénéité des clients et de la nature de leur technologie. Donc vous avez vu un type de caméra qu'on appelle time of flight et qui nous permet de contrôler une main en 3D, par exemple. Vous êtes peut-être habitué à d'autres choses comme ceci. Alors une vidéo un peu tech de nos bureaux, là c'est les bureaux bordelais. C'est une main squelette, c'est-à-dire que c'est un peu la technologie qu'il y a sous ce que vous avez vu précédemment. Ce n'est pas un modèle 3D complet, c'est simplement l'ensemble des articulations, donc les knuckles, les bones, les vertices, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu. Et effectivement, on va avoir de manière très fine l'ensemble des articulations de la main. Une fois qu'on a ça, effectivement, on peut faire une représentation qui est pleinement en 3D, ce qui n'était pas exigé, par exemple, par le monde de la réalité augmentée. Alors, j'ai fait 2 slides et j'ai déjà la moitié du temps qui est passé, donc je vais avancer un peu plus vite. Il y a une autre manière de représenter la main qui est beaucoup plus fluide et qui est en ce moment assez appréciée, à vrai dire, qui est une segmentation pleine et en 3D de votre propre main, de telle manière à ce que vous soyez complètement immergé. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez une sorte de couche, là c'est la golden hand, voilà, vous avez une espèce de couche dorée par-dessus votre main, comme si vous aviez mappé une feuille d'or sur votre main. Alors, ce qui est assez troublant, il faudrait que vous essayiez bien sûr, mais ce qui est assez troublant, c'est qu'on n'a pas un avatar complet en fait, dans ce genre de cas. C'est-à-dire que c'est vraiment votre main qui est représentée un peu différemment. Et il y a quelque chose d'assez troublant, un peu comme l'inquiétante étrangeté de chez Freud, pour ceux qui connaissent. Bref, en tout cas, c'est nous, mais c'est pas nous. Enfin, bon, bref, complètement psychanalytique le truc, mais c'est très important. Et cette vue, assez étrangement, est assez appréciée parce qu'on s'éloigne du dogme de la main squelette auquel on peut riguer tout et n'importe quoi. Alors évidemment, là, je repasse sur de la réalité augmentée parce que, outre Qualcomm, il y a d'autres comptes très importants qu'on adresse. Hein. Celui-ci en est un. Et dans ce cas-là, comme je vous l'expliquais, on n'a pas besoin de représenter la main. Par contre, on va avoir besoin d'interpréter des gestes. Alors les gestes assez classiques, et ce sera le cas pour la réalité augmentée ici, comme pour le contrôle gestuel en embarqué, c'est une vidéo qui suit, eh bien, c'est par exemple pointer, appuyer, pincher, faire OK, attraper un contenu,
swipe, c'est-à-dire se défausser ou faire tourner un menu, ce genre de choses. Donc c'est du contrôle qui s'appuie sur le hand tracking, qui s'appuie sur le suivi de main, mais qui est de l'interprétation en fait de ce qu'on a interprété. Alors je vous montre un exemple qui est aussi tiré du gaming, mais ce pourrait être évidemment beaucoup plus professionnel. Là c'est quelque chose qu'on avait présenté avec Qualcomm il y a quelques mois sur un device, un très bon device par ailleurs de ODG. Qualcomm powered, évidemment. Et donc vous voyez que c'est assez fin, en fait. Hein. On n'est plus harnaché avec des gros gants et puis quelque chose qui vient prendre l'entièreté de la tête. On a juste des lunettes qui sont posées et puis à l'intérieur, on peut rajouter des contenus. Donc là, pas de représentation de la main. En fait, on voit sa main, hein, ce qui est un peu difficile à représenter ici. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir pratiquer des gestes. Voilà, ce sont quelques éléments de gesture, c'est très moche gesture, mais c'est comme ça. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un menu. Quand on a un menu, eh bien voilà, on peut faire comme ça, l'attraper, le pousser, cliquer, et ça, ça change absolument la donne. Alors, ce qui arrive en plus, c'est des contextes auxquels on n'avait pas forcément pensé, et là, c'en est un exemple assez frappant, c'est-à-dire que le retour n'est pas forcément visuel, c'est pas du display cinématique ou 3D ou je vais faire des anglicismes terribles, un peu comme Jean-Claude Van Damme, donc je m'arrête là. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, par exemple, ce sont des lunettes de réalité augmentée développées par Bose qui, en fait, ne vont avoir comme feedback que eh bien, de l'audio. C'est-à-dire que, au fond, les IHM qui vont être imaginés dans ce contexte-là n'auront pour retour que des éléments sonore. Alors vous voyez que c'est un peu à l'infini, hein. C'est-à-dire que plus on avance dans les segments, plus les use cases sont différents, et au fond, on se rend compte que sans que cela remplace les autres types d'IHM, comme la reconnaissance vocale, le touchpad, ou bien même la souris, hein, ça paraît un peu archaïque, mais c'est quand même assez central, c'est ce qu'on utilise au quotidien. On est là quand même à l'aube, au fond, au commencement de quelque chose qui est une nouvelle manière d'interagir. Et le titre est un peu trompeur, il y avait marqué « The Future of Hand Recognition and UX and UI ». En fait, c'est pas vrai, c'est déjà là. Et pour le coup, le projet Easy Life, qui est un des premiers projets avec lesquels on a travaillé dans le monde industriel, eh bien c'est maintenant, en fait, c'est pas le futur, et c'est de la gestion des commandes embarquées. C'est-à-dire que vous êtes en train de conduire, et puis vous avez un énorme écran à droite sur lequel vous allez pouvoir toucher. Bien sûr, alors vous appelez un GPS, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous faites ça, eh bien vous regardez l'écran. Et c'est source assez manifestement eh bien de problèmes, en fait, ou d'accidents, ou de ce que vous voulez. Donc l'idée de la part de Renault, quand eux nous ont contactés au départ, c'était eh bien voilà, est-ce que vous pouvez faire en sorte que lorsqu'on conduit, un simple geste puisse eh bien provoquer un certain nombre d'actions. Donc là, on est encore dans la reconnaissance gestuelle et pas dans le hand tracking. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Et c'est là, et vous pourrez bientôt, en fait, les utiliser dans certains types de véhicules. Alors plutôt exécutif, c'est vrai, c'est pas encore dans tous les véhicules, mais enfin, c'est quelque chose qui est déjà sur le marché et voilà, et qu'on apprécie. Enfin, en tout cas, c'est toujours sympa de voir sa techno embarquée. Et là, j'appuie pas du tout sur le bon bouton, mais j'avance. Donc le projet Easy Life, c'est plein de choses, hein, c'est plein de choses différentes qui permettent l'accessibilité, comme vous le comprenez, hein, Easy Life c'est plus facile, etc. Et puis la commande gestuelle, parmi d'autres, est une manière d'interagir avec cela. Alors évidemment, au départ, on s'est risqué à plein de choses. Et puis surtout, c'était assez costaud et ambitieux de le faire au départ parce qu'on arrivait dans un contexte où il y a 3 éléments qui sont absolument fondateurs. C'est la reconnaissance gestuelle a des problèmes d'instabilité, ça ne marche pas bien. Ça a été et ça reste encore un point d'achoppement important.
Non-performing, ça veut dire simplement que eh bien, quand les conditions de l'environnement changent, imaginez dans une voiture, vous passez sous un tunnel ou bien vous avez une grosse éclaircie, il faut que ce soit robuste malgré cela. Et puis c'est très cher en fonction du type de caméra que vous avez en input. Eh bien évidemment, là, ça devient assez compliqué. D'où en fait le positionnement de départ de notre part qui était pas de hardware, on a une solution qui est strictement logicielle, qui est très adaptive, on pourrait presque dire universelle, maintenant, en tout cas, hein, donc ça veut dire caméra RGB, caméra NIR, caméra time of flight, peu importe la nature de l'input, en fonction des budgets de chacun, et puis effectivement très adaptive et à un coût abordable. Évidemment, si vous n'avez pas la contrainte d'un device, hein, imaginez rajouter un gros device, un gros cube ou quelque chose dans un cockpit, dans un habitacle de voiture, etc. C'est pas possible. Et encore plus dans des toutes petites lunettes de réalité augmentée que vous avez vues ou dans un casque de réalité virtuelle. Voilà, ça c'est quand même très difficile. Alors le gros problème pour nous, ça a été de s'adapter à ces caméras-là. Vous le savez peut-être, si vous avez essayé des casques de réalité virtuelle, les plus connus, Oculus ou bien HTC par exemple, en sont deux gros exemples. Vous avez deux caméras en frontale qui sont des caméras qui servent à ce qu'on appelle la 6DoF, les 6 degrés de liberté. C'est-à-dire quand vous bougez, pour ne pas vomir tout de suite, il faut que ce qui est à l'intérieur suive votre tête. Donc ces éléments-là servent, ces deux caméras-là servent à suivre en fait l'ensemble des mouvements que vous êtes en train de faire et reconnaît les murs ou les points d'intérêt de la pièce afin que ça suive au fond et que ce soit intuitif en fonction de vos mouvements à vous. Alors, le premier point pour nous, ça a été d'utiliser ces caméras-là qui ne sont pas du tout faites pour faire de la gesture recognition et d'en proposer une interprétation possible. Ça veut dire que d'un même flux vidéo, on a pu faire deux choses. Alors ça, c'était important parce que du coup, on adressait un marché qui était très très large, sans imposer de coûts supplémentaires et sans imposer de hardware. Mais très honnêtement, on a transpiré et transpiré très longtemps. C'est là que eh bien, l'intérêt d'avoir une équipe de chercheurs, c'est mon premier métier, et puis certains des salariés aujourd'hui de l'entreprise sont même d'anciens doctorants à moi, dont je dirigeais le doctorat, ce genre de choses. On a une vraie équipe de chercheurs. En plus, c'est assez singulier comme équipe chez Clay parce que l'équipe technique est assez séparée au fond des bureaux commerciaux, qui sont à 11 000 km à l'ouest et à l'est. Donc ça fait quand même un climat qui est un peu singulier. On n'est pas là, pris à la gorge chaque matin parce que 852 prospects sont tombés dans la nuit. C'est généralement moi qui fais le tri et le tampon, si je puis dire, ce qui n'est pas toujours très simple. Quoi qu'il en soit, la question de la performance est absolument centrale au travers des segments. Dans l'industrie automobile, les calculateurs sont généralement décidés en fait 5, 6, parfois 7 ans à l'avance, ce qui fait que les calculateurs qui sortent aujourd'hui sont quand même un peu, non pas désuets, ils sont très performants pour il y a 7 ans, mais en tout cas, ils sont moins performants que ce que l'on attend par ailleurs. Et puis évidemment, les problématiques de chauffe, lorsque vous êtes dans un casque, le CPU, ça chauffe, hein, évidemment, l'énergie, la batterie, etc., font qu'on ne peut pas avoir accès à une puissance qui est énorme. On se doit donc d'être extrêmement performant, et c'est la raison pour laquelle je vous montre cette petite vidéo qui est faite donc là à partir de la caméra frontale simplement couleur, hein, RGB, qui est donc une caméra très peu onéreuse. Et vous le voyez peut-être en haut à droite, le CPU est à 5%, sachant qu'on est à 60 frames par seconde, c'est-à-dire que c'est 2 fois plus que ce qu'on rencontre d'habitude. Je vais changer, je pense, de caméra après, et ça va tomber à 30%, et donc vous allez voir que ce dont on a besoin, c'est quelque chose comme voilà, entre 0 et 1% du CPU, ce qui fait qu'on a quand même une reconnaissance fine pour quasiment rien, en fait. Ce qui vaut, quand je vois 0%, ça me fait quelque chose, ça ne vous parle pas forcément, mais en tout cas, moi, ça me fait un truc. Voilà, et vous voyez qu'on a quand même une reconnaissance qui est fine, c'est-à-dire, même si c'est une caméra 2D, on a le contour, l'extrémité, les knuckles, le palm center, etc., etc. Alors, comme je vous le disais, il me reste 5 minutes, et puis je vais finir sur une tonalité un peu plus rigolote. Il n'y a pas de jeu de mots avec tonalité, je me rends compte à mesure que je parle, que je fais des blagues malgré moi. J'étais prof de fac, je ne peux pas m'en empêcher.
Eh bien, c'est qu'au départ, c'était Clé Musique, et je vous montre Télématin. Alors, non pas que j'apprécie particulièrement Télématin, quoique je pourrais, et vous allez voir qu'il y a des effets assez spectaculaires, mais c'est l'origine, en fait. Et assez loin des poncifs du précalcul, des prévisionnels, des études de segments, des études de marché, etc. Non. En fait, Clé est né d'un hasard absolument total, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un contexte technologique important. Mes travaux personnels portent sur la catégorisation, alors évidemment, quoi qu'on classifie, quoi qu'on catégorise, eh bien les principes sont les mêmes. Alors que ce soit des mains ou autre chose, qu'est-ce qui fait que quelque chose est quelque chose et comment on fait pour le mettre dans une catégorie. Voilà, ça c'était mes problématiques à moi. Et ce qui en est sorti, c'était simplement ça, une petite app, mais qui était extrêmement jouissive au sens plein du terme, qui permettait de rajouter des effets, prendre de la musique en input et puis de la modifier en temps réel. Voilà, c'était prendre un contenu numérique et le bouger. Mais force est de constater que l'industrie nous a rattrapés en disant, voilà, on a testé, c'est vraiment génial, maintenant faites-en un SDK parce que, honnêtement, mixer Michael Jackson avec les mains, c'est intéressant, mais limité. Ici, vous voyez Thomas Emilien, ami de 15 ans et cofondateur de Clé, ma femme par ailleurs. Bref, je mets tout le monde dans les, dans les vidéos. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être, il reste très peu de temps, et puis si jamais il y a 2-3 questions, je serai ravi d'y répondre. Vous pouvez aller consulter effectivement le site, donc c'est clé.io. Alors, si vous laissez un petit message, ne prenez pas peur, ça répond en chinois ou en américain, mais effectivement, les bureaux tech sont en France, mais l'ensemble des équipes et commerciales et marketing sont à l'étranger. Voilà, donc on n'est pas particulièrement une start-up, je crois, non plus maintenant, et on n'est pas particulièrement bordelais non plus, même si on aime beaucoup Bordeaux. On est un peu mondiaux, et c'est une partie de la beauté de cette aventure qui était absolument inattendue. Je pense que la phrase un peu conclusive, elle est du Huffington Post, et c'est que Clé, contrairement à ses compétiteurs, ces compétiteurs qui développent eh bien, du matériel multisensor, hein, les exemples que j'ai mentionnés plus tôt, ont trouvé un moyen de s'affranchir de toutes ces contraintes dans une toute petite brique logicielle. Voilà. Si jamais vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je vous remercie.